Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par parler de l'économie où les réserves de change de la Banque centrale atteignent aujourd'hui 3,7 milliards de dollars, couvrant plus de 7 mois d'importation. Une situation jugée rassurante pour l'économie nationale selon le gouverneur de la Banque centrale. Les détails. C'est un niveau jamais atteint au cours de la dernière décennie. Les réserves de change de la Banque Foibé de Madagascar s'élèvent actuellement à 3,7 milliards de dollars. Une progression notable puisque ces réserves étaient encore de 2,7 milliards de dollars à la fin de l'année 2025, avant de passer à 3,2 milliards de dollars, puis d'atteindre le niveau actuel. Selon Evu Anjanarvelu, gouverneur de la Banque centrale, cette évolution constitue un véritable matelas de sécurité pour l'économie nationale, permettant de couvrir plus de 7 mois d'importation. Cette performance s'explique notamment par le renforcement des mesures de soutien aux activités économiques, mais aussi par la diversification des flux de capitaux, favorisant une augmentation des entrées de devises. Résultat, une amélioration visible sur le marché des changes. L'ARIAR montre des signes de stabilisation face aux principales devises. L'euro s'échange actuellement entre 4 700 et 4 800 ariars, tandis que le dollar se situe autour de 4 200 ariars sur le marché interbancaire. Mais malgré ces indicateurs positifs, la Banque centrale appelle à une mobilisation collective. Pour Evu Anjanarvelu, le développement économique durable ne peut reposer uniquement sur les actions de la Banque centrale. Il nécessite une synergie entre les politiques publiques et le secteur privé afin d'optimiser la circulation monétaire et stimuler la création de richesses à l'échelle nationale. Et on poursuit avec les faits divers. Un des malfaiteurs ayant attaqué 5 foyers dans la commune d'Ampangabé a été abattu par les gendarmes du poste avancé d'Ampangabé dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Ces attaques survenues depuis le 12 mars ont causé la mort de 2 femmes, tandis qu'un homme a été blessé sur son épaule. Le montant total des biens dérobés, incluant argent et objets, s'élève à 3,5 millions d'ariars. Un père de famille ayant perdu un enfant et un proche témoigne des événements qu'il a vécus lors de l'attaque survenue dans la nuit du vendredi 13 mars dernier. Reportage de Senran Irland. 3 foyers de commerçants situés à Akudundun ont été attaqués par une dizaine de bandits dans la nuit du jeudi 12 mars au vendredi. Les malfaiteurs ont remporté la somme de 3,5 millions d'ariars. Ils ont ensuite attaqué 2 autres habitations à Taramaswanj, Somanzaka à Varach, à environ 1 km d'Akudundun, toujours dans la commune d'Ampangabé. Lors de ces attaques, une jeune fille de 17 ans, élève au lycée d'Ampangabé, ainsi que sa tante de 50 ans, ont été tuées par balles. Les gendarmes locaux sont intervenus pour sécuriser les lieux et ont aidé à transporter les blessés vers l'hôpital. Selon son témoignage, leur famille travaille comme vendeur de légumes à Antananarivo et revenait d'une livraison lorsqu'ils ont remarqué une situation suspecte. C'est lui qui a alerté les forces de l'ordre. Malheureusement, leur domicile a également été pris pour cible par les bandits, entraînant la mort de son enfant et de sa sœur. Il a retrouvé son enfant sans vie au centre de santé d'Ampangabé et malgré une tentative de transfert vers un grand hôpital à Antananarivo, sa sœur a également succombé à ses blessures. Les malfaiteurs armés ont poursuivi leurs actes criminels à Lakamisfenwarivo avant de revenir attaquer à proximité de la commune d'Ampangabé dans la nuit de dimanche. L'un d'eux a été arrêté par les gendarmes du poste avancé d'Ampangabé et des ébus volés ont également été récupérés. Le suspect a reconnu son implication dans les attaques ayant causé des morts à Ampangabé. Il aurait tenté de tirer sur les gendarmes avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Et une entreprise de métallurgie appartenant à un ressortissant indien a été prise en flagrant délit de recel de rails volés le 5 mars dernier. Au total, 71 morceaux de rails mesurant respectivement 1 mètre, 2 mètres et 3 mètres ont été saisis par le commissariat en charge du réseau ferroviaire lors de l'opération.
Selon une source, c'est le 4 mars que la société Madarel a reçu une information provenant d'un citoyen de bonne volonté signalant qu'une entreprise située sur la route nationale 2 se livrait à l'achat de rails volés. Une perquisition menée par le commissariat spécialisé des chemins de fer a ainsi permis de retrouver ces rails sectionnés. Les autorités ont rappelé que le vol, le recel et surtout l'utilisation abusive des équipements ferroviaires constituent des infractions passibles de sanctions, d'autant plus que ces installations sont considérées comme des biens publics. L'enquête se poursuit également pour identifier les personnes impliquées dans le vol de ces rails. Et à l'issue d'une enquête, les 2 individus arrêtés par la police dans la nuit alors qu'ils commettaient leurs méfaits à Mbouavaï, Mboumanarn, seront présentés au parquet. Ces malfaiteurs étaient munis d'un pistolet fastis et d'un long couteau. Felana Rakutoarsoul pour plus de détails. Dans la nuit du lundi au mardi 17 mars, aux environs de minuit passé, ces individus ont été interceptés par la police et les membres du comité de sécurité lors d'une patrouille à Mbouavaï, Mboumanarn. Lors de leur fouille, des armes ont été retrouvées en leur possession, notamment un long couteau et un pistolet fastis. Si l'arme utilisée par ces malfaiteurs pour commettre leurs actes est un jouet, elle a toutefois l'apparence d'une véritable arme, tandis que le couteau, lui, était bien réel. Les agressions et vols avec violence qu'ils commettent contre les personnes rentrant tard la nuit ne relèvent quant à eux d'aucun jeu. Ces individus, déjà connus pour des actes de vol à la tire dans cette zone et ses environs, surtout la nuit, ont ainsi été appréhendés. Ils ont été conduits au commissariat pour les besoins de l'enquête et placés en garde à vue. Ils seront ensuite déférés devant le parquet, selon les informations. Par ailleurs, la police rappelle l'importance de la collaboration avec la population dans la lutte contre l'insécurité afin de prévenir les dangers et faciliter l'arrestation des malfaiteurs. Dans un tout autre sujet, un événement visant à renforcer la fraternité et l'amour entre fidèles musulmans s'est tenu hier à Nusrat. Des centaines de croyants issus de différentes branches y ont pris part. Des échanges en ce mois de jeûne se sont concentrés sur le bien de la société et de la nation. Toujours un reportage de Felana Rakutoarsoul. Des divergences d'opinion au sein de la communauté musulmane avaient engendré des divisions entre les fidèles. Afin d'apaiser ces différends, l'Association des étudiants malagasy diplômés d'universités islamiques à l'étranger a organisé un iftar de la paix en collaboration avec la fondation Al-Shahan basée à l'île Maurice, ainsi que les Majlis islamiques sunnites, une structure regroupant les mosquées d'Analamang, incluant l'association Ahad et le comité de normalisation islamique, organe chargé de structurer la communauté musulmane à Madagascar. Cet événement a été un moment de renforcement de la fraternité entre les fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Il a également permis de consolider l'organisation, les relations ainsi que la structuration des institutions islamiques au niveau national. L'iftar a également été marqué par la mise en avant des valeurs d'unité, de solidarité et de coexistence au sein de la foi musulmane. Selon les explications, cette initiative ne se limitera pas à la région d'Analamang, mais sera étendue à d'autres régions du pays. Dans les actualités politiques, la diffusion hier après-midi sur Facebook d'un dossier affirmant que 13 personnes étaient interdites de quitter le territoire malagasy, datant du 16 mars, a suscité l'attention des observateurs sur les réseaux sociaux. Cependant, toujours hier, un autre document est apparu indiquant que la décision du procureur général près de la cour d'appel ne faisait plus obstacle à la sortie du territoire pour les 11 des 13 personnes concernées. Ces informations contradictoires soulèvent des interrogations quant à leur véracité. À ce jour, aucun ministère concerné ne s'est exprimé, à l'exception du ministère de la Justice, qui a appris la défense de son ancien ministre. Natera Koutoumaf pour plus de détails. 4 opérateurs économiques, le colonel Patrick, ancien directeur des doléances au sein de la présidence de la République pour la refondation, un ex-candidat à la mairie, un ancien ministre, une personne présentée comme un ancien garde du corps approché du président Al-Razouel, 2 anciens maires, un agent des douanes,
Un ancien sénateur ainsi qu'un député en exercice sont concernés par une interdiction de sortie du territoire, Malagasy, ou IST, prononcée par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un document signé par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, pourtant caché et daté du lundi 16 mars 2026. Ces documents ne figurent pas dans les publications officielles du ministère concerné, mais ont été diffusés sur Facebook par des communicants, puis largement relayés par les internautes. Cependant, à peine une heure plus tard, un autre document a circulé également sur Facebook. Celui-ci indique que le procureur général près de la cour d'appel ne s'oppose pas à la sortie du territoire pour 11 des 13 personnes mentionnées. Ce document est daté du 17 mars 2026 et signé par le PGCA Razafjalan Bouditier Alban. 3 points ont particulièrement retenu l'intention des internautes. Premièrement, ces personnes sont-elles réellement sous le coup d'IST ou non? Qui en a donné l'ordre? Quel est l'objectif recherché? Chacun y est allé de son interprétation, certains allant jusqu'à affirmer que l'ancienne ministre de la Justice, Panirsu Ernev, serait à l'origine de l'un de ces documents. Deuxièmement, sur les 13 personnes initialement frappées d'IST, 11 ont bénéficié d'une levée de cette interdiction dès le lendemain, à l'exception du colonel Patrick et de la personne présentée comme ancien garde rapproché du président Anjradzueln. L'IST restera donc en vigueur pour ces 2 individus. Troisièmement, quelles sont les infractions reprochées à ces 13 personnes ayant conduit à cette mesure? À ce jour, aucune réponse officielle n'a été apportée. Suite à la diffusion de ces documents sur Facebook, le nom de Panirsu Ernev a été mentionné. Elle a rapidement réagi pour se défendre. Le ministère de la Justice a également publié aujourd'hui un communiqué pour la disculper. La situation évolue rapidement. Chacun tente de se justifier et de défendre sa position. Toutefois, clarifier l'opinion publique et fournir des explications officielles ne semble pas encore être une priorité au vu de la situation. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui encore, un autre document circule s'agissant prétendument d'une instruction du Premier ministre chef du gouvernement confirmant la levée de l'IST pour les 11 personnes concernées. Cependant, après vérification, cachet et forme, ce document serait un faux. L'opinion publique est désorientée, ne sachant plus le vrai du faux. À l'heure actuelle, au moment où nous écrivons notre article, aucune communication officielle claire n'a été publiée pour expliquer cette affaire d'IST et de mainlevée d'IST. Et puis l'idée selon laquelle la rue constitue un espace légitime pour exprimer des revendications, c'est profondément ancré dans l'esprit des jeunes malagasy. Aujourd'hui, l'exemple donné par leur aîné, issu de Vutvurn, d'Akat, de Barigadim Tuamas, du LMA, du Jijira BRV et de nombreux autres établissements, a fortement influencé ces jeunes. Il n'est donc pas surprenant que les élèves du CEG Betim Tatach à 67 hectares soient descendus dans la rue lundi dernier, sans même mesurer les conséquences possibles de tels actes résultant des conflits entre adultes. Un édito signé Jean-Claude Andjamalal. Pris de court, la Drenanalamang a été contrainte de faire une déclaration hier concernant la manifestation des élèves du CEG Betim Tatach aux 67 hectares. Toutefois, les observateurs ont constaté que ces descentes dans la rue trouvent leur origine dans les mauvais exemples et les influences provenant des aînés ainsi que de certains acteurs politiques. Les valeurs malagasy sont totalement mises à mal, la dignité nationale est bafouée et le respect mutuel relégué au second plan. D'où ces dérives observées chez les enfants. Il sera difficile de corriger ces graves erreurs marquées par des insultes, des propos discriminatoires et des provocations publiques qui ont eu lieu dans le pays. Aujourd'hui, ces influences issues des mouvements de contestation ont déjà atteint les élèves du CEG et heureusement que la manifestation observée est restée sans débordement majeur. Un des constats dans cette gouvernance dite de réforme est que les différents entre-responsables sont régulièrement exposés au grand jour, traduisant un manque de dialogue. Les raisons restent floues, mais ce sont surtout les conflits publics qui dominent. On peut se demander si cette exposition relève réellement d'une volonté de transparence totale envers la population malagasy ou s'il s'agit d'autre chose. Les comportements observés chez les élèves du CEG Betim Tatach aux 67 hectares constituent une honte pour la grande famille de l'éducation à Madagascar, au point que le directeur régional de l'éducation d'Analamang a dû intervenir fermement hier.
Espérons que cette manifestation reste un cas isolé et ne s'étende pas aux élèves des écoles primaires ni aux plus jeunes à cause des mauvais exemples donnés par les contestataires. Côté santé, le total des cas confirmés s'élève à 609 et Mazang arrive en tête des régions les plus touchées avec un taux de 49%. Au total, 42 districts à travers l'île sont concernés par l'épidémie de Mpox, selon le rapport du ministère de la Santé publique. Felana Rakotarsoul. 13 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, tandis qu'aucun cas suspect n'a été signalé à la date du 16 mars, selon les statistiques publiées hier par le ministère concerné. 25 personnes atteintes de Mpox ont été déclarées guéries et aucun décès n'a été enregistré. 24 tests ont été réalisés le 16 mars, dont 11 dans la région de Sofia, 6 dans la région d'Analamang, 2 dans la région Matsachambun et 2 dans la région d'Iana. Ainsi, le nombre total de cas de Mpox s'élève à 1297 entre le 18 décembre 2025 et le 16 mars 2026. Le ministère de la Santé publique continue de sensibiliser la population à la vigilance afin d'éviter la propagation de l'épidémie. Et enchaînons avec les actualités internationales, environ un tiers d'engrais transportés par voie maritime dans le monde transitent habituellement par le détroit d'Ormuz. Ces intrants agricoles sont produits en grande partie avec du gaz présent en grande quantité dans la région, faisant des pays du Golfe de grands producteurs. France 24. Effectivement, un tiers des engrais qui sont transportés par voie maritime dans le monde passent notamment par le détroit d'Ormuz. Et le lien avec le gaz, eh bien, c'est que le gaz, c'est l'une des matières premières pour fabriquer ces engrais. L'urée, par exemple, c'est un engrais azoté le plus riche du marché. Et il est principalement produit dans la région, justement, par l'Iran, le Qatar, Oman et l'Arabie Saoudite, qui ont fait de leurs compétences en gaz une compétence pour les engrais. Sauf que voilà, eh bien, les livraisons sont à l'arrêt. Alors, il y a les engrais bloqués, le gaz qui permet de les fabriquer bloqué également. 20% du GNL à travers le monde passe habituellement par le détroit d'Ormuz. Avec le blocage, eh bien, son prix a considérablement augmenté. Vous le voyez, le mégawattheure de gaz coûtait aux alentours de 32 € le 27 février, juste avant la guerre au Moyen-Orient. Il est désormais à 52 € aujourd'hui, le mégawattheure. Conséquence, eh bien, les prix des engrais augmentent également. L'ammonitrate, par exemple, est passé de 501 € la tonne à la veille des frappes à 530 € aujourd'hui. On voit sur ce graphique le prix du gaz au moment de la guerre en Ukraine en 2022 lors de l'invasion à grande échelle de la Russie. Les effets aussi s'étaient ressentis à ce moment-là également sur l'ammonitrate. Ça n'est pas tout parce que les pays qui se fournissent auprès des pays du Golfe pour fabriquer des engrais ne peuvent pas non plus accéder à la matière première. Le Maroc, par exemple, qui est le premier producteur et exportateur mondial d'engrais au monde, se retrouve en difficulté. Alors, prix à la hausse pour le gaz, engrais disponible à la baisse, eh bien, ça représente un risque majeur pour certains pays. Par exemple, le Kenya, qui importe du Golfe 30% des engrais qu'il consomme sur son territoire, va se retrouver en difficulté. Pour le Burundi, en 2024, eh bien, ce chiffre a été même de 75% d'engrais importés. Et un certain nombre de denrées alimentaires passent par là, et notamment les céréales. En volume global par rapport au commerce mondial, ça n'est pas forcément considérable. Par exemple, le maïs, ça représente moins de 10% du commerce mondial. Le blé et le soja, c'est inférieur à 5%. Ça paraît ridicule, et pourtant, c'est considérable parce que c'est critique pour certains pays. Dans la région du Golfe, par exemple, eh bien, les pays sont très dépendants de ces importations. 85% de leurs besoins alimentaires sont importés, et notamment les céréales. Pour le blé, ça va de 80 à 100% pour un certain nombre de pays comme le Qatar et Oman. C'est donc critique pour eux. Et puis, il est certes possible de passer par voie terrestre pour contourner le détroit d'Ormuz, mais ça rallonge considérablement les délais, et puis là aussi le carburant, donc les prix en bout de course. Et pour certains pays, eh bien, ça va rendre les produits inaccessibles à long terme, en tout cas pour les pays les plus pauvres. Le programme alimentaire mondial de l'ONU, effectivement, craint que 45 millions de personnes supplémentaires se retrouvent en situation d'insécurité dans le monde si le conflit au Moyen-Orient
Moyen-Orient dure jusqu'au mois de juin et que le baril de pétrole reste au-delà de 100 €, ce qui est le cas aujourd'hui pour le baril de Brent de la mer du Nord, la hausse générale des prix aurait des effets considérables, par exemple pour le Soudan qui importe environ 80% de son blé selon le programme alimentaire mondial et où la famine est déjà présente après 3 ans de conflit. C'est donc un gros problème pour lui. Et puis cette situation, elle s'était déjà produite là encore en 2022 après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Les navires céréaliers ukrainiens s'étaient retrouvés bloqués en mer Noire à cause du blocus russe. Là, de nombreux pays s'étaient retrouvés en grande difficulté. Par exemple, la Somalie et le Soudan qui importaient respectivement 100% et 75% de céréales venues d'Ukraine et de Russie qui se sont trouvés. Et le focus de France 24 revient sur la présence militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Une présence qui remonte à plusieurs décennies, mais qui est devenue visible à partir de la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988, lorsque les deux pays prenaient pour cible les pétroliers et navires marchands dans le Golfe. Quelle est la répartition des 40 à 50 000 soldats américains stationnés de manière permanente dans la région? Réponse dans ce focus. Des avions de combat furtifs dernière génération, des appareils ravitailleurs par dizaines, un déploiement naval historique auquel participent 2 porte-avions, le Abraham Lincoln ici à l'image et le Gerald Ford, tous deux accompagnés de destroyers et de frégates. Les forces américaines massées au Moyen-Orient et impliquées dans les frappes sur l'Iran sont venues renforcer une présence déjà très importante dans la région. Et ces moyens supplémentaires sont là pour augmenter la capacité offensive, mais aussi pour assurer la défense des infrastructures militaires existantes, cible prioritaire des missiles iraniens depuis le début du conflit et installés parfois depuis de longues années dans des pays amis. Comme au Qatar, resté jusqu'ici fidèle à son engagement, malgré les frappes iraniennes subies ces dernières semaines, le porte-parole des affaires étrangères du pays s'exprimait le 10 mars dernier. Le partenariat stratégique, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec tous nos partenaires de défense dans le monde, n'est pas remis en question. Cette alliance stratégique intervient dans un cadre de sécurité régionale plus large. Construite en 1996, la base qatarienne Al Udeid abrite depuis 2006 le CENTCOM, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. Une véritable plaque tournante pour avions ravitailleurs, bombardiers, transport de troupes, mais aussi missions aériennes de reconnaissance et surveillance. Près de 10 000 GI y sont stationnés. Un contingent similaire se trouve non loin, au Bahreïn, mais ce sont cette fois les forces navales qui y sont installées depuis 1948. Le siège de la 5e flotte de la marine américaine se trouve dans l'un des ports de l'archipel, où les eaux profondes permettent d'accueillir tout type de navires. Base navale également à Oman, notamment à Massira, aux portes de l'océan Indien. Aux Émirats arabes unis, la base d'Al Dhafra sert de son côté à des opérations aériennes, dont celles effectuées par les drones de combat Reapers. Ces drones que l'on retrouve aussi au Koweït, pays qui accueille plusieurs casernes de différents corps de l'armée américaine et regroupe le plus gros contingent de la région, avec environ 13 000 soldats américains. C'est là que 6 premiers militaires ont été tués le 1er mars dernier. En Arabie Saoudite, ils ne sont que 2300 à être stationnés. Une bonne partie se trouve sur la base du Prince Sultan, où les systèmes de défense antimissiles Patriot et THAAD participent à la sécurité du royaume. Un partenariat avec les monarchies du Golfe qui repose avant tout sur des relations commerciales, comme l'a parfaitement illustré la tournée de Donald Trump dans la région en mai 2025. Il s'agit d'une tournée record. Il n'y a jamais eu de tournée permettant de récolter au total 3 500 à 4 000 milliards de dollars. Et ce, en seulement 4 ou 5 jours. En Irak, marqué par l'invasion et l'occupation du pays de 2003 à 2011 par les troupes américaines, seule une base reste aujourd'hui active. Elle se trouve dans le nord, à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, et a été prise plusieurs fois pour cible par les drones de Téhéran et des factions chiites pro-iraniennes depuis le début du conflit. La base d'Aïn al-Assad, dans la province occidentale d'Al-Anbar, a elle été récemment évacuée, après avoir joué un rôle central pendant longtemps dans la lutte contre le groupe État islamique. Cette lutte qui justifie également la présence d'unités états-uniennes en Syrie et l'utilisation de la base Mouafaq Salti en Jordanie. D'autres positions sont plus confidentielles, notamment un site de surveillance en Israël, un poste d'observation dans le Sinaï égyptien ou la base d'Inchirlik à Izmir en Turquie, d'où des bombardiers équipés de têtes nucléaires peuvent décoller.
Enfin, les États-Unis disposent également d'une force de projection depuis la Corne de l'Afrique, avec le camp Lemonnier à Djibouti. Autant de présences américaines qui lient le destin de tous ces pays hôtes au choix belliciste de Washington et en font des cibles pour Téhéran et ses proxys dans la région. Et pour terminer, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale CAN. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de foot, a déclaré la CAF dans un communiqué. France 24. Absolument, énormément d'incompréhension. Les premières réactions sont même des réactions de sarcasme. Les Sénégalais ne croient pas à ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Cette décision de la Confédération africaine de football, les Sénégalais surpris et les premières réactions sont même des réactions d'humour. Beaucoup d'entre eux ont posté sur les réseaux sociaux, mais venez prendre la coupe qui a déjà été célébrée à Dakar il y a 2 mois, la deuxième étoile sur le maillot qui signifie cette deuxième victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est déjà dans la poitrine, dans le cœur des Sénégalais qui s'expriment actuellement sur les réseaux sociaux, notamment. Pas encore de réaction officielle pour l'instant de la part de la Fédération sénégalaise de football, mais l'hypothèse que ce feuilleton n'est même pas encore fini et véhiculé sur les réseaux sociaux, car le Sénégal aura la possibilité de saisir le tribunal arbitral du sport pour attaquer cette décision prise par la Confédération africaine de football. Oui, mais les réactions sont des réactions d'étonnement, de sarcasme surtout, depuis l'annonce de la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée sur Viva.